Merci tout d'abord pour cette invitation. Je suis très heureux d'échanger, de discuter, de partager avec l'urbanisme en francophonie. Je pense que c'est bien connu qu'il m'est très cher également. Et je salue donc toutes celles et ceux qui vont nous écouter, regarder. N'étant pas francophone à l'origine, je suis hispanophone à l'origine, on dit la langue maternelle, ce qui est stricto sensu le cas. La francophonie est arrivée dans ma vie à l'âge de 20 ans, quand je suis arrivé en France de manière forcée. Et depuis l'âge de 20 ans, quand j'ai appris le français, c'est une histoire d'amour entre la langue française et ma vie, puisque ce n'est pas seulement quelque chose d'intellectuel. Je vais citer la phrase de quelqu'un qui nous est très cher, puisqu'il a été un des premiers éco-urbanistes au monde, notre cher Patrick Gued, qui lui, il était écossais, mais il est mort à Montpellier. Tout le monde connaît en français la phrase qui dit penser global et agir local. Je tiens beaucoup à m'exprimer sur la beauté des villes, sur l'âme des villes, sur les désirs des villes, et je pense que la langue française s'y prête énormément pour exprimer cette profondeur. Il y a une finesse qui a la langue française qui la rend un véhicule puissant. Et je terminerai en disant que si la langue française a été pendant très longtemps, j'espère qu'elle restera la langue de la diplomatie, c'est parce qu'on avait toutes les nuances qui pouvaient s'exprimer pour justement essayer de composer. Voilà. Et donc, les villes sont en mosaïque et la langue française permet d'exprimer les nuances de ces mosaïques. Je connais beaucoup de villes dans le monde par mes activités professionnelles. Je connais beaucoup de villes en francophonie. Je connais des villes qui étaient très francophones il y a un certain temps et qui les sont de moins en moins. Je parle par exemple des villes du sud-est asiatique, des villes attachantes, magnifiques comme Hanoï, et les quartiers transmétiers par exemple, mais ça m'a fait mal au cœur quand je vois perdre donc, sa francophonie. Et je dirais que d'une manière générale, des villes francophones comme celles qu'on trouve chez nos cousins québécois, et des villes francophones qu'on peut encore rencontrer dans quelques beaux pays européens. J'ai parlé de la Belgique, j'ai parlé de Bruxelles, où il y a un vrai combat pour garder la langue française parmi l'anglais qui peu à peu, en civil international, prend la relève. Et je parlais également en Amérique du Sud des villes dans lesquelles la francophonie a joué un rôle véhicule. Quand j'étais très jeune en Amérique du Sud, la Poste internationale, l'Union des Postes, la langue officielle était le français. Donc je dirais que Julio Cortázar, qui était donc un extraordinaire écrivain argentin, qui a laissé une trace très forte avec la Marelle, son livre La Rayuela est un livre franco-argentin. Il est mort en France d'ailleurs. Il a su jouer avec ces expressions de la nuance française tout en écrivant en espagnol. Voilà. Et donc je salue la mémoire de Cortázar comme de toutes celles et ceux qui, avec le bilinguisme et l'expression française, nous font rencontrer les villes, parce que Cortázar a été un explorateur des villes et j'essaye de l'être aussi à ma modeste manière. Donc, la ville des quarts d'heure, c'est un concept que j'ai proposé après la COP21 à Paris, donc en 2016, avec son jumeau, qui est le territoire de la demi-heure. La ville des quarts d'heure, c'est pour les zones de haute densité, le territoire de la demi-heure pour les zones de moyenne et faible densité, qui cherchent tout simplement à changer la forme des villes d'un urbanisme orienté infrastructure
dans la trace de Le Corbusier, de la Charte d'Athènes, de l'urbanisme moderne basé sur le fonctionnalisme, la zonification, la ségrégation, la segmentation, les inégalités sociales qui se sont générées par les longues distances et les temps perdus à se déplacer, l'inefficacité des transports souvent publics et les dangers pour la santé urbaine des déplacements à véhicules individuels, les CO2, les particules fines à fur et à mesure. Et donc nous cherchons à développer une ville ou un territoire polycentrique, avec une forme de ville plutôt orientée par des services. Et ces services vont proposer un modèle de services basé dans des 6 choses essentielles: l'habitat, le travail, les courses, les approvisionnements, les bien-être, les soins, l'éducation, la culture et les loisirs. Et donc nous voulons que ces polycentrismes puissent donner lieu à une proximité d'accessibilité à ces différents services en les mélangeant. Quand on étudie l'urbanisme moderne, la zonification, on met une couleur à ces fonctions et on observe que ces couleurs sont éparpillées dans la ville. Donc nous faisons un travail qui est de mixer les couleurs. On appelle ça l'arc-en-ciel de la haute qualité de vie, parce qu'on mélange de les couleurs, et à fur et à mesure qu'on mélange les couleurs 2, 3, 4, 5, 6 dans une roadmap, on change la forme de la ville, parce que la ville devient polycentrique, elle devient accessible à des lieux différents, et donc on réconcilie 3 choses différentes qui souvent étaient opposées: une sobriété en termes de déplacement par rapport au climat, puisqu'on accède à plus de services de manière décarbonée à pied, en vélo ou en transport en commun sans saturation, une économie de proximité pour régénérer de l'emploi local, des matières premières, des circuits courts, des activités avec des savoir-faire locaux qui sont récupérés, des formations, des intégrations d'une nouvelle économie de proximité, et des interactions sociales, parce que nos quartiers et nos lieux deviennent plus animés, il y a plus d'activités, d'interactions, l'espace public est récupéré pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants, pour les seniors. Et donc aujourd'hui, la ville de Cardor, le territoire de l'Hémieur, s'inscrit dans ce que nous appelons au niveau international les nouvelles proximités, ou les proximités heureuses, les proximités polycentriques multiservicielles, qui rentrent dans le cadre d'un nouveau modèle d'interaction pour les villes que nous appelons une nouvelle économie géographique des proximités durables, c'est-à-dire du polycentrisme dans lequel on réconcilie écologie, une ville plus vivable, économie, des villes plus viables économiquement, et des villes socialement à un impact plus inclusif. J'ai trouvé que cette expression de Patrick Gued, il m'a toujours marqué. Avoir la tête, avoir le cœur et avoir les mains. Quand on l'exprime en français, ce n'est pas du tout la même dimension que quand on l'exprime en anglais. Parce qu'en français, quand on a sa tête, on a une démarche intellectuelle dans laquelle le cœur est lié quand même quelque part. La langue française n'a jamais pris la distance entre la tête et le cœur. Les grands écrivains français, depuis toujours, on peut se référer à Molière, à Racine, jusqu'aux penseurs les plus récents, que ce soit dans les 70, Michel Foucault, Gilles Deleuze, jusqu'au plus récent, quelle que soit leur incarnation. Et la tête et le cœur vont ensemble. Et souvent, les gens mettent la main à la pâte. Et donc, dans les villes françaises, on trouve dans l'urbanisme en francophonie ce besoin. Je n'ai pas dit qu'il est satisfait, parce que je trouve dommage que le génie des villes françaises se soit si peu exprimé au niveau international, sur des grands projets internationaux, surtout depuis les 40 dernières années, dont les 20 dernières années ont été occupées, après la naissance d'Internet, par un urbanisme plutôt anglophone qui a conquis peu à peu la planète. La forme d'une ville change hélas plus vite que le corps d'un mortel. Quand il faisait référence Baudelaire, à cette époque-là, au grand changement de la moitié du 19e, quand les barons Haussmann avaient donc entamé la transformation de Paris pour faire les grands boulevards, l'urbanisme hygiéniste, enfuir la Bièvre, développer donc ce qui est devenu l'urbanisme haussmannien, qui est la marque de Paris et son urbanisme.
Et donc, on est resté attaché, on va dire, à l'urbanisme haussmannien et on a eu du mal à trouver une touche assez renouvelée. On a des très grands architectes français. On a Dominique Perrault, qui est connu dans le monde entier, membre de l'Académie des Beaux-Arts, un très grand ami. On a Diane Nouvel, qui est connu également dans le monde entier. On a une paysagiste absolument hors pair, qui est Jacqueline Hosty, qui fait des choses absolument extraordinaires. Mais on a un peu du mal à structurer une passion urbanistique française, on va dire, comme on a pu avoir quand il y avait Henri Lefebvre avec les droits à la ville, qui a fait école à l'Amérique latine et qui était connu un peu par tout le monde. Si on n'avait pas lu Henri Lefebvre, c'était même pas la peine qu'on ouvre la bouche pour parler de l'urbanisme français. Et donc cette référence, c'est un peu du. Je dirais que ma modeste contribution dans cette diffusion planétaire de mon concept, c'est d'avoir remis de nouveau ces sujets à la discussion, un urbanisme humaniste. Je pense que c'est le résumé de ce qui sert l'urbanisme de la francophonie. Oui, tout à fait. Comment porter un urbanisme francophone et comment façonner donc la ville avant qu'il nous échappe. Je dis ça parce qu'en francophonie, on a nos amis en Afrique qui sont en jeu de vie pour eux et espoir planétaire, compte tenu de la croissance démographique africaine et compte tenu du rôle des villes qui est vraiment de plus en plus majeur. Je dirais que aujourd'hui, il se joue la manière comme à l'horizon, je dirais même plus 2030, c'est l'horizon 2050, parce que 2030 c'est demain. On a cet enjeu majeur du changement climatique qui touche aujourd'hui nos villes partout dans le monde. Mais il y a aussi l'enjeu de l'économie, de la pauvreté, des besoins d'avoir une économie locale qui soit une économie redistributive et qui soit une économie que j'appelle intégrative, c'est-à-dire qu'elle fasse travailler les gens, que les gens créent de la richesse, qu'ils ne soient pas des gens qui importent des produits, on les vend sur un marché et la valeur ajoutée, elle n'existe pas. C'est juste des bateaux qui sont chargés avec des conteneurs, avec des... Et trois, que ça représente une incarnation sociale. Et dans l'incarnation sociale, il y a la culture, l'éducation et la parole. Quand je vais en Afrique, quand je vais en Côte d'Ivoire, par exemple, un pays que j'aime beaucoup, et que je vois l'engouement, par exemple, pour la photo ou pour le cinéma. Ce sont deux expressions très importantes dans la vie française. Et aujourd'hui, j'étudie beaucoup Clichy-Batignolles. Donc le parc Martin Luther King, il a été conçu par Jacqueline Hosty. Et ce lieu, il est absolument fantastique et je pense qu'il représente un trait d'union entre l'urbanisme et l'architecture haussmannienne, qui n'est pas loin, et l'urbanisme et l'architecture qu'on appelle faubourienne, parce que c'était les faubourgs, qui sont derrière donc, la porte de Clichy, puisque les bâtiments du tribunal de justice fait par Renzo Piano se trouvent à la limite du périphérique, juste avant Clichy-Asnières, et la partie inférieure sud des jardins de Martin Luther King se trouve à l'interface, à l'envers de la gare Saint-Lazare. Donc on a une double vue, vers le sud l'urbanisme haussmannien, vers le nord l'urbanisme faubourien. Et les quartiers de Clichy-Batignolles, il n'est pas haussmannien, il n'est pas faubourien, c'est l'urbanisme du XXIe siècle. Humaniste, en lien avec la nature, mixité sociale, mixité fonctionnelle, multiservice, et je trouve que là, on retrouve l'essence de l'urbanisme humaniste pour lequel je me bats au XXIe siècle.